Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'actualité de la semaine a été marquée essentiellement par les manifestations de la coalition pour l'alternance et le changement, l'examen du diplôme d'études fondamentales et la quinzaine de l'environnement. Et pour débattre de ces trois questions, trois journalistes sur ce plateau. Makan Kone, journaliste, directeur de publication de la Nouvelle Libération. Ibrahim Koulibaly Di Issé, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Et Amidou El Hadji Touré de Mali Média. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous parlerons d'abord de ces manifestations. La coalition pour l'alternance et le changement a tenté d'organiser une manifestation qui a été réprimée samedi dernier. Toutefois, cette semaine, aujourd'hui même, la coalition a pu marcher, une marche qui a été autorisée par les autorités maliennes. Makan Kone, que pensez-vous de ces deux manifestations? Une réprimée par les forces de l'ordre et une autre autorisée. Merci. Je me dis déjà que l'interdiction de la semaine dernière n'avait pas lieu d'être. Elle n'avait aucun sens, d'autant plus que les autorités savaient que, quelles que soient les dispositions prises pour empêcher cette marche, elle allait se tenir. Et soit elle allait être réprimée, soit elle allait être encadrée. Donc ça servait à quoi? Et puis elle savait également qu'elle n'allait pas indéfiniment interdire les manifestations. La preuve aujourd'hui, peut-être qu'on va en venir, elle a été autorisée. Maintenant, on disait que c'était, voyez-vous, en une semaine, même je dirais 6 jours, on ne sait pas si on est encore en état d'urgence ou pas, parce que la semaine dernière, on a interdit la marche pour cause d'état d'urgence. Aujourd'hui, elle n'est pas, je ne dirais pas qu'elle a été autorisée, elle n'a pas été interdite, parce que les marches, on ne les autorise pas. C'est ça, je crois qu'un jour, il faudrait que vous fassiez même un débat autour de cela et expliquer qu'une marche, on ne demande pas l'autorisation de marcher, on informe de l'itinéraire de la marche. Donc, c'est moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux deux marches. Et puis l'état d'urgence qui a disparu en l'espace de 6 jours. D'accord, on avait fait un débat là-dessus jeudi dernier. Ici, Ibrahim Koulibaly, pardon. Vous, que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez également que le gouvernement savait que la marche allait se tenir malgré qu'elle l'ait interdite? Oui, effectivement, et moi je trouve que le samedi dernier, ce qui a été fait, moi je classe ça dans le cadre d'une bêtise, tout simplement un manque de repères, c'est-à-dire que on ne savait pas que faire parce que le gouvernement a eu peur de la marche. Donc les différentes autorités, en tout cas comprenant la chaîne de l'autorisation, se sont mélangées les pédales et ça a donné lieu à ce que tout le monde a vu. Le gouvernement a été mis au banc des accusés de la communauté internationale, de tous les démocrates, de la presse. Donc moi je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Vous voyez, souvent dans notre pays, on a constaté qu'il y a un excès des ailes de la part de certaines autorités qui veulent mériter leur place, leur poste en interdisant certaines choses et après c'est le gouvernement qui en prend à la figure. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il y a certains ministres qui doivent être en tout cas vigilants pour ne pas laisser leurs subordonnés faire un excès des ailes qui se retournent contre le gouvernement. Moi je pense qu'au Mali, nous sommes des acteurs de mars 91. Pour nous, ce n'est pas aussi loin que ça. Nous nous sommes battus pour ça. Et on ne comprend pas pourquoi les mêmes acteurs avec lesquels nous avons marché dans la rue hier qui veulent interdire des manifestations aujourd'hui. Donc c'est incompréhensible et ça n'a même pas de sens. Ça n'a fait que augmenter la haine contre le gouvernement. Quand vous dites bêtise, c'est à quel niveau? Au niveau du gouvernement? Bêtise d'abord au niveau du gouvernement. Le gouverneur qui parle d'autorisation. Donc c'est une bêtise au niveau de monsieur le gouverneur. Ça n'avait pas... C'est-à-dire il y a eu une mauvaise interprétation des textes. Et sinon même une méconnaissance des textes. Voilà, une méconnaissance des textes. Et qui en a fait les frais? C'est le gouvernement. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a lieu de regarder certaines choses. Donc, voilà. Monsieur Touré, Amidou El Hadj, vous êtes de Mali Média. Vous, que pensez-vous de ces différentes manifestations? Merci de m'avoir donné cette opportunité de un peu parler de l'actualité nationale. Nous avons constaté quand même ces derniers temps ces manifestations politiques que je dissocie des grognes sociales
Et ces différentes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine, et ces remue-ménages qui se font au niveau des états-majors de partis politiques ou de regroupements de partis politiques, ce n'est qu'une euphorie dans la mouvance de l'organisation de l'élection du président de la République qui est en train vraiment de se dérouler. Donc, moi, je dirais qu'il y a eu vraiment beaucoup de dérives. Donc, vous pensez que ce n'était pas une marche pour demander une élection libre et transparente et un égal accès aux médias d'État, mais simplement une question politique. C'était une question entre deux camps, majorité et opposition, qui voulaient coûte que coûte montrer qui est le plus fort. Vous savez, les Maliens en général, et particulièrement les politiciens, aiment les situations conflictuelles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Chaque fois qu'il y a un sujet qui plaide vraiment à différentes interprétations des deux camps, il y a toujours ces tiraillements-là. Donc, qualifier ça d'une manifestation juste politique, c'est aussi peut-être moins dire ou trop dire. Ce que je sais, c'est que c'est quand même le droit inné et inaliénable à un citoyen, à un regroupement de citoyens, à un parti politique de manifester. Parce que ce n'est pas les partis politiques seulement qui ont manifesté, il y avait aussi une partie de la société. Maintenant, s'il arrive que par, je reprends ce qu'Issa a dit, par méconnaissance des textes, ou par mégare aussi à l'opposition, que certaines autorités arrivent à interdire cette marche, je pense que l'opposition citoyenne responsable doit engager toutes ses responsabilités cette fois-ci pour vraiment pallier à tout ce qui peut amener ce qu'on a vu, les bavures. D'accord, donc vous pensez que l'opposition aurait dû annuler cette marche? Annuler ou choisir quand même une autre façon, un autre procédé, une autre stratégie, parce qu'on a vu le lendemain, il y a eu une conférence de presse qui a mobilisé autant de monde. Donc, je pense que de part et d'autre, on doit aujourd'hui mettre de l'eau, diluer nos vins, aller vraiment à des situations qui portent à ramener les Maliens ensemble et non à des situations qui créent la zizanie dans le pays. Ibrahim Coulibaly, pensez-vous que l'opposition aussi a cherché cette situation, cette violence, comme le pense M. Touré? Moi, je ne peux pas dire que l'opposition a cherché une violence. Ça, c'est le droit d'une opposition. Une opposition politique, quel est le rôle d'une opposition politique? Le rôle d'une opposition politique, c'est de dire, c'est de dénoncer, c'est de critiquer chaque fois que c'est le cas. Donc, Touré pense que l'opposition avait d'autres alternatives. Oui, d'autres alternatives. On ne va pas faire le choix de l'opposition à la place de l'opposition. La marche fait partie des armes d'une opposition. Les sittings font partie. Les conférences de débat en font partie. Donc si une opposition décide de marcher, une marche pacifique de surcroît, moi je ne vois pas où se trouve le problème. Voilà. Makankone, pensez-vous que c'était une méconnaissance des textes ou juste un manque de volonté? Non, c'était de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi notoire de la part de celui qui a interdit la marche. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut même pas chercher le, c'est le gouverneur. Maintenant, on ne sait pas si c'est la sortante ou l'entrant, parce que c'est hier qu'il y a eu la possession de service entre les deux gouverneurs. De toute façon, c'est le gouverneur du district qui a interdit la marche. Or, on sait que la dernière marche de l'entrée à Bana, elle a été aussi, ou l'avant-dernière, elle a aussi été interdite, mais elle s'est déroulée, elle s'est très bien déroulée, elle a été encadrée. Il suffisait juste de se référer à ces marches. Maintenant, pour quelle raison la marche a été interdite? On a dit qu'on était en état d'urgence. Les autres marches, elles ont été autorisées, on était en état d'urgence. Maintenant, ça fait combien d'années qu'on est en état d'urgence? Celle d'aujourd'hui, elle n'a pas été interdite, parce que moi je ne dis pas autorisée, elle n'a pas été interdite, mais on est encore en état d'urgence. Moi, je n'ai pas appris qu'on a levé la situation d'état d'urgence. Donc, c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. On avait juste peur de voir, de voir l'opposition mobiliser un certain nombre de Maliens. Et on ne peut pas les empêcher. C'est là. C'est-à-dire, comme il l'a dit, c'est d'abord, c'est à chaque groupement politique d'affûter ses armes en prélude à l'élection présidentielle. C'est à chacun de mobiliser comme il peut. Ce n'est pas en interdisant des manifestations. Au contraire, ce n'est pas en interdisant des manifestations qu'on va diminuer le militantisme des gens ou qu'on va les prendre certains militants et tout.
Donc c'est très clair, c'était de la mauvaise foi, c'était de la mauvaise volonté. Là, on est allé gazer les gens dans le siège d'un parti politique. Justement, ce n'est pas des responsables des partis politiques et de la société civile seulement qui ont été violentés. Il y a aussi des journalistes qui étaient partis juste pour la couverture. Absolument. Pour vous dire que la volonté était là de tuer, comme on dit, le poussin dans l'œuf même. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait impérativement empêcher les gens d'enclencher, de mettre un pas dans la rue. C'est-à-dire qu'on est allé les fermer la porte du parti, on a gazé. Et les gens qui étaient là pour couvrir simplement, les gens, ce n'est pas des manifestants quand même. Pour dire, il n'y avait pas, il n'y avait aucun discernement. C'est-à-dire tout ce qui était là, à part les porteurs d'uniforme qui étaient là pour gazer, il fallait matraquer, il fallait impérativement, obligatoirement empêcher cette marche. C'était ça Mais pourquoi enfin? C'était ça on a constaté, hein, bon, moi je ne sais pas, peut-être que ceci explique cela, mais on sait que depuis l'arrivée du nouveau Premier ministre, les marches sont systématiquement empêchées. Vous pensez que c'est une décision du PM Soumaïla Boubaïmaïga? C'est ce qui s'est dit. Moi, c'est ce qui s'est dit. Et moi, j'ai fait le constat. Comme tout le monde, c'est le constat qu'on a eu à faire. Mais nous, on est désolé. Il va insister. Ça, je vais vous demander qu'on insiste un peu sur la répression que les journalistes ont subie. C'est quand même un journaliste lui-même, le Premier ministre. Et que c'est la première fois, depuis un certain moment, que les gens sont aussi directement visés. Certains ont été blessés, certains ont été gazés, certains ont eu des objets de reportage enlevés, détruits et tout. C'est pourquoi on a dit qu'il faut impérativement que ça cesse. Nous, on n'est pas une marche interdite, elle n'est pas interdite de couverture. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on peut interdire aux gens de marcher, mais on ne peut pas interdire aux journalistes de venir. C'est déjà un événement. C'est un événement. Le fait déjà d'interdire, pour nous, c'est important. C'est qu'il faut être là pour voir ce qui va se passer. Donc, il faut que les forces de l'ordre, tout le monde comprenne cela. D'accord. Partagez-vous cet avis ici? Oui, je partage entièrement l'avis de M. Makankone. C'est-à-dire que le samedi dernier, ce qui s'est passé, nous sommes tous des Maliens. On connaît un peu la mentalité. Souvent, il y a des petites gens au niveau, en tout cas, de l'État, c'est-à-dire dans les alentours, dans les cours des ministres, dans les cours des présidents, des premiers ministres, qui disent non, il ne faut pas les laisser faire. Il faut les remettre. Donc, c'est des mauvais conseillers le plus souvent, qui viennent chercher leur prix du pain quotidien. Donc, ils sont obligés de dire quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, souvent, c'est eux. C'est-à-dire, ce genre de situation, les décisions sont prises dans la rue. Parce que ça, c'est l'opinion de la rue. Et si jamais un gouvernement qui fonctionne avec l'opinion de la rue, ça donne toujours lieu à des dérives. Aujourd'hui, la leçon est là, la leçon est tirée. Et moi, je trouve que pour un gouvernement, en tout cas un peu intelligent, dans ce genre de situation, si vous voulez couler le bec, permettez-moi l'expression, à ceux qui veulent marcher ou trouver des preuves contre eux, il faut les laisser marcher. Au moindre dégât, vous pouvez les épingler. Et sur le plan du droit, et devant l'opinion nationale et internationale. Mais à la place des marcheurs, si c'est vous qui venez commettre des gaffes, vous vous exposez aux sanctions. Donc c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les gens ont marché librement. On n'a pas recensé le moindre incident. Et tout le monde est à l'aise. Et il y a même une partie de la ville qui ne sait même pas qu'on a marché. Parce qu'il n'y a pas eu de dégâts. C'est lorsqu'il y a dégâts que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc moi, je trouve que souvent, il ne faut pas essayer de tout régler avec les muscles. L'intelligence compte beaucoup, surtout lorsqu'on gouverne. Quand on gouverne. La petite histoire, vous aurez juste la parole tout de suite. Monsieur Touré, avez-vous constaté aussi comme Makan que la situation s'est détériorée avec l'arrivée du PM Soumaïla Boubaïmaïga? Bon, je dirais peut-être qu'il y a eu beaucoup d'accalmie sur les tensions sociales et les grogne sociales aussi. Et je dirais donc aussi, vous pensez plutôt qu'avec l'arrivée du PM, la situation s'est beaucoup plus calmée? Calmée, qu'il y a eu encore plus d'accalmie, même si ces 2 dernières semaines, on sent quand même comme une effervescence qui se prépare. Et ce à quoi je voulais en venir, c'est par rapport quand même aux droits humains. Aujourd'hui, je pense que les autorités sont suffisamment mises en garde pour le respect des droits humains. Qu'on soit journaliste ou pas, les droits humains sont à respecter. C'est un droit inhérent et c'est un droit qu'on doit inévitablement respecter. Donc, donner aux gens une permission, d'ailleurs, ce n'est même pas une permission, c'est peut-être un avis favorable qu'une autorité peut donner à un regroupement de partis politiques qui aujourd'hui veut manifester. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec le confrère ici, c'est quand il dit qu'il y a des petites gens
qui sont là, qui sont peut-être dans les salons un peu feutrés, la décision de l'autorité incombe à l'autorité. L'autorité est responsable à 100% des actes qu'elle pose. Donc, ce n'est pas à des petites chances qu'on va, comment dirais-je, s'atteler ou bien qu'on va voir, mais l'acte que l'autorité pose lui incombe. Un point, un trait. On ne va pas chercher la petite bête à droite, à gauche, non. Quand une autorité pose un acte, l'acte lui incombe et lui est imputable. Et en fonction de ce acte-là, l'autorité est jugée par l'opinion internationale. Et c'est ce qui s'est passé. Ici, vous êtes Oui, d'accord? bah, peut-être qu'on ne se comprend pas. Moi, je n'ai pas dit que ce sont ces gens-là qui ont pris la décision. Ils ne peuvent pas prendre la décision. Vous dites que c'était des décisions de rue. Oui, j'ai dit c'est des conseils. La rue ne peut pas décider. Hein. Alors, sont-ils mal conseillés? Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que conseillés, ce que vous oubliez souvent, ils écoutent ces conseils? oui, ils écoutent ces conseils parce que nous les savons. Souvent, ça veut dire que c'est des positions dictées par la rue. Ça dit que ceux qui ramassent dans l'opinion des gens qui viennent leur dire non, il ne faut pas accepter cela, ils vont récolter tel bénéfice, ceci, cela. C'est en fonction de ça que les décisions sont malheureusement prises. Et c'est ce qui nous conduit à ce genre de situation. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire. Sinon, ce n'est pas eux qui prennent les décisions, c'est les autorités qui prennent les décisions. Mais les autorités prennent ces décisions-là sur la base, en tout cas, des informations ou venues. Voilà, de la rue. Ils consultent les conseillers. C'est comme ça que ça se passe au sein de l'administration. C'est-à-dire qu'un responsable, il ne s'assoit pas dans son bureau pour dire... il y a des conseillers qui... Ça, c'est juste pour abonder dans le même sens qu'ici. Il y a des conseillers qui sont consultés, qui donnent leur avis par rapport... Ces conseillers aussi, je crois que, comme il l'a dit, la façon dont... Ça n'engage que moi. La façon dont ils sont recrutés laisse à désirer. Et puis, c'est des gens qui peut-être qui prennent conseil dans la rue, qui viennent dire simplement... non, ne les laissez pas manifester. Ils ont du monde derrière eux. Ils sont dans une épreuve de force. Ça ne vous rend pas service. L'État est au-dessus de ça. Moi, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour répondre, pas pour polémiquer, hein, par rapport au Premier ministre et à la répression des manifestations, ça, on peut le vérifier. C'est depuis qu'il est là, la seule marche qui a été faite sans incident, c'est celle de ce matin. Hein. Les femmes de Koulikoro, la dernière marche, toutes les manifestations, depuis qu'il est à la primature, ont été gazées, réprimées. La seule, si je me trompe, vous pouvez me corriger, la seule au cours de laquelle les gens n'ont pas été matés, c'est celle de ce matin. D'accord. Et ça, on sait que la communauté internationale quand même a joué un rôle parce que l'aménagement, à ce que je sache, voulait s'impliquer dans la sécurisation de la marche d'aujourd'hui. L'État, pour se sauver un peu la face, a dû couper la poire en deux. Il a dit non, ne vous mêlez pas de ça, nous on va sécuriser, on va laisser la marche se faire, je crois. D'accord, M. Touré, est-ce que l'interdiction de la marche du samedi n'a pas donné plus d'ampleur à la marche d'aujourd'hui qui a été suivie même au niveau régional, notamment à Caille, Sikasso, entre autres? En fait, comme je vous le disais, moi, mon entendement, ceux qui sont sortis pour battre le pavé aujourd'hui, et comme les confrères aussi peuvent peut-être en témoigner, ne sont pas forcément tous de la marche. Ils ne sont pas tous des idéalistes. Mais ils sortent le plus souvent pour voir l'effet que la marche aurait pu avoir. C'est pour revenir à ce que vous avez dit. Certainement... Vous voulez dire qu'il y a des infiltrés dans ces marches? Non, pas des infiltrés, mais des curieux. En fait, je ne cesse de le répéter, le Malien naturellement aime les situations conflictuelles. Donc, pour mesurer à quel degré la marche a été suivie, ou bien pour savoir juste qu'est-ce qui s'est passé, parce que la marche était prévue à ce que je pense à 8h, 9h, mais jusqu'à 10h encore, les gens n'étaient pas abondamment sortis. C'est parce que... Mais si vous étiez à la marche, mon frère, vous étiez à la marche? Bon, mon frère, selon mes informations, de toute façon, moi j'ai reçu une dizaine d'appels des personnes qui me demandent est-ce que je suis sur place parce qu'ils veulent sortir, ils veulent savoir d'abord ce qui se passe sur le terrain avant de sortir. Nous on était à la marche pour ne pas excuse-moi tu coupes ici moi. Non, on était là en tant que citoyen. En fait, cette marche, il faut que ce soit clair. C'est pas la marche de l'opposition. Hein. C'est que cette marche s'est rapportée à des faits qui importaient à tout bon Malien. Des bonnes élections,
libre accès aux médias d'État. Justement, libre accès aux médias d'État. Que les citoyens marchent aujourd'hui pour demander libre accès aux médias d'État. Que pensez-vous de cela en tant que journaliste? Mais c'est juste défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse. Non, au niveau de leur thème, est-ce que c'est normal que les citoyens qui doivent être bénéficiaires des informations se lèvent en disant que nous n'avons pas accès à de bonnes informations? Absolument, c'est parce que et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi dire, ça c'est la vérité. Chaque pouvoir qui arrive caporalise l'ORTM. Nous, depuis qu'on connaît l'ORTM... Et l'ORTM se laisse faire. Absolument, l'ORTM est subventionné et tout. On ne sait pas... en tout cas, nous, on ne sait pas si c'est parce qu'elle est subventionnée ou pas, ou si c'est les responsables de l'ORTM qui se laissent faire, ou c'est les agents qui se laissent faire. Mais en tout cas, depuis que nous intéressons à cette affaire, c'est-à-dire depuis qu'on commence à regarder la télé, depuis l'arrivée de l'ORTM, chaque pouvoir qui vient s'accapare l'ORTM. C'est très clair. Certains aujourd'hui, c'est dur à dire, certains ne vont pas le comprendre, certains manifestent aujourd'hui, ils avaient caporalisé l'ORTM. Donc les citoyens, le combat des citoyens, la légitimité du combat des citoyens que nous sommes, c'est cela. Nous, on a envie aujourd'hui de savoir ce soir, dans le 20h de ce soir, ce qui s'est passé exactement lors de la marche d'aujourd'hui. Mais elle ne va pas, ça je vous dis, elle ne va pas être rapportée de façon aussi professionnelle que nous souhaitons en tant que citoyens. Mais là, le contraire s'est passé il y a 5 ans, 10 ans. Peut-être qu'il y a eu des activités de ce genre qui n'ont pas été... Or, nous c'est nos taxes qui faisons tourner l'ORTM. Donc, nous souhaitons, en tant que citoyens, nous asseoir aux 20h et voir M. Touré, de la majorité, c'est juste un exemple, de l'opposition, c'est juste un exemple, traité de la même façon que ici, de la majorité ou de l'opposition. Donc, c'est là où la légitimité, le citoyen, son combat est légitime. Donc, n'est-ce plus le service public? Ah, mais c'est même la passion du service public. Mais est-ce que l'information est rendue comme le slogan le veut? C'est cela aussi. Là. Moi, mon avis est que non. Parce que c'est clair que l'information concernant l'opposition n'est pas traitée à la même enseigne que la majorité. Moi, je sais, d'autant plus que j'ai quand même aussi servi l'État à un certain niveau. Donc, je sais un peu de quoi je parle. D'accord. Ibrahim Koulibaly, je reprends les termes de Makan, l'ORTM caporalisé par l'État. Les journalistes gazés, aujourd'hui, où va la presse malienne? Ok, la presse malienne, vous savez, la liberté de la presse n'est jamais définitivement acquise. C'est un combat. Absolument. C'est un combat pour défendre la liberté de la presse. Quant à l'ORTM, ce n'est pas nouveau. Et puis, il faut que les Maliens aussi comprennent que l'ORTM, c'est la voix des gouvernants, jusqu'à preuve du contraire. C'est un média d'État. Donc, cette situation est normale? C'est un média au service de ceux qui gèrent l'État. Donc, vous pensez que cette situation est normale? J'arrive. C'est un média au service de ceux qui gèrent l'État. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Et si nous essayons de voir un peu l'histoire même de l'ORTM, donc, c'est le média d'État qui sert les intérêts de l'État. Et ça, c'était dans des contextes bien différents du contexte démocratique. Mais malheureusement, il y a les survivances de la gestion des médias sous des régimes qui ne sont pas des régimes, en tout cas démocratiques, qui continuent sous des régimes démocratiques. À un moment donné, je me rappelle que des partis politiques s'étaient levés. On a organisé des débats ici, des séminaires, pour parler de la frilosité, en tout cas, de l'ORTM. Fallait-il confier l'ORTM à un ministère de la Communication ou confier l'ORTM, mettre l'ORTM sous tutelle de l'Assemblée nationale? Le débat a eu lieu dans ce pays. Si nous savons que dans certains pays, il n'y a pas, en tout cas, ce genre de médias. Donc, aujourd'hui, les journalistes de l'ORTM se croient en droit de protéger l'État et de traiter l'information dans les intérêts de l'État. Parce que lui pense que c'est comme ça qu'il est recruté et c'est ça le cadre normal de son travail. Quand bien même qu'on sait qu'il n'y a aucun texte qui oblige les journalistes de l'ORTM à se comporter de la sorte. Donc, est-ce pour maintenir des places? Bon, on ne sait pas. Peut-être que par conformité, parce que quand tu viens dans une boîte, quand tu trouves que les gens se conforment dans la même, tu es obligé, parce que les chefs aussi ne sont pas ils choisissent gratuitement. Le directeur de l'ORTM, il est choisi en fonction de son obédience, en tout cas avec le pouvoir. Donc, il est obligé de faire l'affaire du pouvoir. Mais maintenant, est-ce que cette situation arrange le pouvoir et le peuple? Vous savez, la passion du service public est venue comment?
La passion du service public est venue justement. Ce n'était pas toujours le slogan de l'ORTM. Ils ont adopté ça pour montrer que désormais, l'ORTM s'intéresse au public. Ce n'est plus seulement les activités politiques du gouvernement, du Premier ministre, du Président, mais désormais, c'est toute l'actualité nationale qui est traitée. Mais est-ce que c'est le cas? Donc, moi, je dirais que, franchement, et que font les responsables de la presse malienne face à cette situation? Les responsables de la presse malienne n'ont pas grand-chose à se dire parce que ce sont les textes. Et c'est le gouvernement qui peut relire les textes. Et face aux journalistes qui sont violentés? Face aux journalistes qui sont violentés, moi je pense que, comme je le dis, ce sont les risques du métier. Mais souvent, quand c'est délibéré, nous sortons et nous dénonçons. Parce qu'aujourd'hui, rien ne justifie, en tout cas, une agression aveugle contre la presse. La presse, elle est là pour tout le monde. Parce que nous, de la presse privée, quand tu fais un bon article qui arrange le pouvoir, tu es appelé pour dire « Ah, voilà, tu fais du bon boulot ». Mais le jour où tu dénonces quelque chose qui va contre le pouvoir, on dit « Bon, voilà, il est payé, il est ceci, c'est là ». Donc, notre métier n'est pas facile, mais nous nous assumons. Mais c'était même été prévu qui a été annulé à la dernière minute après. J'ai pas compris. Les journalistes. Oui. Le sitting, ça a été annulé. Pourquoi? Parce que 2 ministres ont été dépêchés par le gouvernement pour venir rencontrer les responsables des médias au niveau de la maison de la presse. Présenter des excuses. Et on les a reçus ici. On a mis en place un cadre de concertation pour traiter de toutes ces questions-là, pour voir désormais comment est-ce que la presse sera protégée lors de la couverture des grands événements et toutes les mesures d'accompagnement qui vont avec. Donc ce cadre-là a été mis en place et ils sont en train de travailler pour voir désormais comment protéger la presse. Donc pour cela, nous avons dit, bon, comme le gouvernement a montré sa bonne foi, le gouvernement a empêché et dépêché 2 ministres, il n'y a plus de raison. Nous avons été écoutés. Parce que pourquoi on fait le sitting? On fait un sitting pour être écouté. Nous avons déjà été entendus. Est-ce que la presse malienne a été rassurée que la situation ne se reproduira plus? Ils ont donné des garanties, ils ont donné des assurances. Et en plus de cela, comme on l'a dit, nous avons mis en place un cadre responsable de presse, responsable du ministère de la Communication et responsable du ministère de la Sécurité pour voir désormais comment est-ce que la presse peut être protégée lors des marches et autres manifestations. Monsieur Touré, est-ce que ces garanties vous rassurent? Oui, ces garanties me rassurent, d'autant plus que les responsables de quand même 3 structures sont là, et les organes de presse et le ministère de la Sécurité qui réprime, et aussi le ministère de la Communication sous tutelle duquel nous sommes. Maintenant, je voulais un peu rebondir sur la question de l'ORTM. En fait, je vais un peu redire Issa quand il dit que l'ORTM, c'est le média d'État. Moi, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui opposants ou peut-être de la société civile à un niveau très élevés ont un moment ou l'autre de leur vie quand même bénéficié quand même des services de l'ORTM. Et aujourd'hui, ils sont de l'autre bord, peut-être qu'ils veulent un peu revoir la situation, qui arrange peut-être aussi tous les Maliens. Mais la passion du service public, moi je pense à mon entendement, c'est ce top étoile qu'on fait sortir à la télé pour satisfaire les culturels. C'est cette partie de sport qu'on fait sortir pour un peu amadouer les trucs. Mais je pense quand même qu'au niveau politique, lorsque les dés sont jetés, c'est lorsque les campagnes sont ouvertes, il y a quand même une commission légale accès aux médias d'État. Et là, tous les candidats sont égaux devant la partition du temps. Maintenant, avant cette période, bon, sincèrement, je ne sais pas, c'est par l'habitude ou bien par conformisme, comme il le dit, je ne vois pas de mal en ce que le pouvoir sur place, que ce soit le pouvoir actuel ou bien un autre pouvoir qui vient, ait encore plus de temps. Donc vous pensez que quand il n'y a pas de campagne, les journalistes ne doivent pas être indépendants? Non, je n'ai pas dit les journalistes, je parle de l'ORTM. Et l'ORTM, ce n'est pas les journalistes, parce que en ce que je sache... Ceux qui travaillent à l'ORTM ne sont pas des journalistes? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit l'ORTM, c'est d'abord... L'État. La tête, non, c'est d'abord la tête, peut-être c'est la direction de l'ORTM. Parce qu'il y a quand même des confrères journalistes qui se plaignent par rapport à leurs articles qu'ils ont écrits, qui
à cause de leur angle de traitement, ne seront pas diffusés ou seront relayés au second plan ou ne seront pas au journal de 20 heures que tout le monde suit et qu'on les fasse passer dans un flash ou dans le midi. Donc, je n'ai pas dit que ce n'est pas des journalistes qui sont à l'ERTM, mais j'ai dit l'ERTM, c'est-à-dire le journal ou le temps qu'on accorde à tel ou tel parti, à telle autorité ou à telle personne, n'émane pas du journaliste. Donc, l'indépendance de la presse aujourd'hui, je dirais qu'elle n'est pas effective au Mali. Nous continuons à nous battre, nous continuons à lutter. Seulement, peut-être que nous sommes un peu rassurés de cette plateforme qui vient de voir le jour, sans pourtant, avec réserve, hein, pour le moment, avec réserve. D'accord. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le forum de la presse de Studio Tamani avec 3 invités, Makan Kone de la Nouvelle Libération, Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune et Hamidou El Hadji Touré de Mali Média. Le deuxième sujet, c'est l'examen du diplôme d'études fondamentales. Il semblerait qu'il y a beaucoup de cas de fraude qui ont été signalés, que le directeur du CAP de Bamako a estimé être de petits incidents. Que pensez-vous de cette situation, des cas de fraude signalés lors de cet examen? Bon, ce que je pense, c'est que l'autorité compétente dit que c'est des petits incidents. Je les considère jusqu'à preuve du contraire comme des petits incidents. Je n'ai pas personnellement investigué pour savoir davantage, mais si l'autorité compétente l'a dit tel, je le prends tel. Pourtant, il y a eu des enseignants, des élèves même qui ont estimé que ça a été le cas. Bon, nous avons quand même sur les réseaux sociaux appris qu'il y a eu quand même des sujets partagés, des épreuves distribuées, des épreuves corrigées, distribuées. Mais jusque-là, je n'ai pas quand même une preuve tangible pour contredire l'autorité compétente en la matière. Ibrahim Koulibaly, qu'en pensez-vous? Vous savez, il faut arrêter de banaliser les situations. Vous savez, ça c'est de l'impunité. Lorsque dans un pays, il y a trop d'impunité, on banalise toutes les situations. Comment se peut-il que dans l'organisation d'un examen aussi important que le DEF, il y a des problèmes d'organisation matérielle flagrants, il y a des problèmes de fuite de sujets. On veut nous faire croire que ce sont des incidents mineurs. Or, nous savons qu'à chaque épreuve du DEF ici dans ce pays, ce n'est même pas, moi je ne dirais pas fuite de sujets. C'est l'achat des sujets, c'est la vente des sujets. C'est un réseau de mafia, un réseau organisé. Ils s'enrichissent dedans. Et aujourd'hui, quand les enfants vont au DEF, il y a certains parents qui jouent le jeu, on donne de l'argent aux enfants, ils vont avec de l'argent sur eux dans la salle d'examen. En cas de possibilité, ils donnent de l'argent pour qu'on leur traite le sujet ou bien pour qu'on leur vende le sujet. On veut nous faire croire que ce sont des incidents mineurs dans ce pays-là. Où est-ce qu'on va? Donc, le ministère de l'Éducation, il est temps qu'on devienne sérieux dans ce département. Surtout ceux qui organisent les examens et les concours. D'accord. Il est temps qu'on devienne sérieux à ces niveaux. On se rappelle, il y a quelques années, c'était le bac cette fois-ci, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis en prison. Mais aujourd'hui, on les a tous libérés un à un. Donc moi, je trouve que franchement, il ne faut pas... L'avenir d'un pays, c'est l'éducation. Il faut frauder dans tous les domaines, mais vraiment laisser l'éducation. Sinon, c'est tricher avec nous-mêmes, c'est tricher avec l'avenir, c'est tricher avec la vie de nos enfants. Mais malheureusement, même les populations, les parents d'élèves aussi sont rentrés dans ce jeu-là. Ils viennent, ils prennent d'assaut les centres d'examen pour pouvoir donner le sujet à leurs enfants. Ils donnent de l'argent aux policiers pour que le policier aille remettre le sujet à leurs enfants. Ils donnent de l'argent au président, au chef de centre. Donc moi, je trouve que franchement, c'est puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de sanction. Donc ils sortent tout juste à la radio ou à la télé pour dire que c'est des incidents mineurs, alors que c'est un réseau de mafia, un réseau organisé qu'il faut réprimer. Je rectifie un peu, ce n'est pas le directeur du CAP qui a déclaré que c'est des petits incidents, c'est plutôt le directeur du Centre national d'examen et de concours. Alors, Makan, est-ce que les autorités ont même pris la peine de vérifier cette situation quand ça a été signalé sur les réseaux sociaux et dans les rues? Ce qui est grave, c'est que les gens ne réalisent même pas ce qui s'est passé en fait, quoi. Et que, comme Michel a dit, c'est notre système éducatif même
qu'il faut revoir. Et puis, moi, je ne vois pas comment ça a étonné les gens. Il fallait s'attendre à ça. On a toujours dit d'extraire la politique de l'éducation, d'extraire les gestes politiques, les positionnements politiques du ministère de l'Éducation. Ça ne s'est jamais passé. Quand vous forcez un ministre à la démission, c'est ce qui s'est passé. Quand vous forcez le ministre de l'Éducation à la démission à 2 semaines, 3 semaines de la tenue des examens, amener un nouveau ministre, il faut s'attendre qu'à ça. Et je sais que les fraudeurs, les réseaux dont il se parlait, c'est tout ce qu'ils cherchent. Parce qu'il y avait le ministre qui est arrivé, il a à peine pris ses marques, il ne sait même pas dans quoi il est. D'abord, les examens se tiennent. Parce qu'en fait, on avait même menacé la tenue des examens, ça ne se dit pas. Donc tout ce qui se passe là, c'était prévisible. Et on n'a rien vu encore, le bac, ça va être pire. Parce que quand on banalise de tels gestes, or que les sujets du DF se sont retrouvés sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et banaliser cela, le monsieur qui a tenu de tels propos, il sait ce qui s'est passé. Il sait exactement ce qui s'est passé. Et il faut interpeller les gens. Il faut interpeller les gens parce que c'est de l'avenir du pays qu'il s'agit. Est-ce que ça ne reflète pas un peu aussi le niveau des élèves et étudiants aujourd'hui? Absolument. Là, mais tout le monde est responsable. Les élèves, les enseignants, les parents d'élèves aussi. Le parent d'élève ne peut pas encourager son enfant à obtenir, à chercher. Mais moi, il y a des parents qui se lèvent 2 jours, 3 jours avant, qui font tout pour obtenir les sujets pour leurs enfants. Ça, c'est déjà condamné. On ne peut pas acheter les sujets, quels que soient les moyens dont on dispose à son enfant. Un enfant qui lui-même sait ce qu'il veut ne doit pas accepter de chercher. Mais aujourd'hui, c'est à la mode, c'est-à-dire qu'à la pause d'examen, c'est les enfants même qui interpellent les parents pour obtenir les sujets du DF. Donc c'est à l'image même de notre système éducatif qui va à volo depuis les années 90-92. La preuve, c'est le niveau même des élèves, le niveau même des animateurs de l'administration, de notre niveau à tous. Prenons simplement le milieu de la presse. Vous voyez le niveau des gens, allez, faites un tour et essayez d'échanger un peu avec les gens, mais il n'y a plus de niveau, à aucun niveau, à aucun niveau professionnel dans le pays, même ça, c'est des... Les gens, ils passent à travers des sujets achetés. Il y a quelqu'un qui blaguait, j'ai lu un post sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui disait que les sujets qui seront... les résultats qui vont apparaître cette année du DEF sont les résultats des surveillants des salles. Pour imaginer un peu que c'est les surveillants qui ont traité les sujets et que tous les sujets qui sont corrigés, c'est les sujets des surveillants eux-mêmes. Oui, M. Touré, Studio Tamani a même fait un tour dans un centre d'examen pour demander aux candidats après l'examen quels sont les sujets qui ont été traités. Ils ne se rappelaient même pas des sujets traités. Comment peut-on expliquer cela? Est-ce réellement un examen? Bon, je dirais que c'est un examen, mais ça reflète ce que Magan a dit. Ça reflète le niveau de ses élèves, ça reflète le niveau des parents de ses élèves, ça reflète le niveau des enseignants, ça reflète le niveau de l'autorité organisatrice de ces concours et de ces épreuves-là. Voilà ce que ça reflète. On ne cesse de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est une chose qu'on a vu venir, mais je crois comprendre quand même que les états généraux de l'éducation ont été organisés et que certaines mesures ont été prises pour pallier à certaines choses. Aujourd'hui, qu'un ministre vienne, peut-être même s'il vient à la veille de certaines épreuves, il doit savoir à quoi s'en tenir, surtout lorsque ce ministre vient du milieu. Mais c'est des bandes organisées, comme il l'a dit. Moi, personnellement, sincèrement, je ne sais pas si c'est vrai ou faux qu'il y a eu vraiment ces fraudes dont on parle, mais je me limite, pour ma part, à ce qu'a dit le directeur des concours et examens. Et je sais aussi que la rumeur court. Ce n'est pas à ce sujet seulement. Sur beaucoup d'autres sujets, il y a tellement de rumeurs sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout croire. Je sais qu'il y a la gestion de la rumeur au sein de la presse quand même. Nous devons pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est même disable. Nous devons savoir faire la part de tout ça. Mais à mon entendement, c'est le reflet quand même de notre société actuelle. C'est quand même des réactions de population aussi. Oui, voilà ce à quoi aujourd'hui les potentiels candidats doivent s'atteler, à l'amélioration du système éducatif de ce pays. Bon, pour moi, il y a encore plus de sujets qui sont peut-être enclins à apporter encore plus au développement du pays qui ne sont pas... Vous pensez que l'éducation, c'est un sujet minime? Non, non, au contraire. Non, au contraire, c'est le socle. Mais l'éducation, c'est le socle du développement d'un pays. Quand tu veux anéantir un pays, anéantir son éducation, et voilà que tout est à l'eau. Est-ce que ce n'est pas le cas qui est en train de se produire au Mali? Mais c'est ce que j'ai dit, ça date des années 90, Magan l'a dit.
ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, je pensais quand même qu'avec les états généraux de l'éducation nationale, on devait être à mesure de reprendre un regain de souffle, puis, je ne sais pas, de rediriger les choses pour que ça puisse marcher dorénavant. Mais malheureusement, l'impunité, les bandes organisées qui sont au sein du système éducatif. Et il n'est pas facile aujourd'hui de l'indiquer, ça, je vous l'assure. D'accord, Ibrahim Koulibaly, entre les écoles privées et les écoles publiques, où est-ce que ça va aujourd'hui? Moi, je dis que nulle part, hein, parce que ce qui se passe, aujourd'hui, il y a des écoles qui se battent pour que leur établissement soit désigné centre d'examen. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela aussi a ses avantages. Ça permet non seulement de bénéficier, en tout cas, ça donne un certain de prestige. Accès au sujet. Oui, accès au sujet. Donc, c'est la porte ouverte à tout. C'est la porte ouverte à tout. Dans les coins de brousse, nous avons appris qu'est-ce qui se passe. Les villageois, pour eux, c'est une fête. Ils préparent à manger aux surveillants, à tout le monde. Hein, on leur donne tout. Et les surveillants aussi ferment les yeux sur tout. Et si jamais vous avez la chance de rencontrer, autrefois on disait que les élèves qui venaient de la brousse avaient le niveau. Maintenant c'est tout à fait le contraire. Moi j'ai enseigné, parce que quand même moi je suis un produit de l'ENSUP, moi j'ai enseigné dans les lycées pendant quelques années. J'étais obligé de faire lire à certains de mes élèves le syllabaire, des élèves de la 10e année, parce que j'enseignais le français. J'étais obligé de les faire lire le syllabaire, et ceux qui avaient un très bon niveau, Mamadou et Binita. C'est-à-dire pour pouvoir tout simplement leur enseigner de la littérature. Je suis allé voir mon directeur d'école, j'ai dit, mais monsieur le directeur, je voudrais enseigner mon programme de français à ma façon. Il dit que ça veut dire quoi? J'ai dit, on ne peut pas enseigner de la littérature à des élèves qui ne savent pas rédiger leur demande de transfert. Ce n'est pas possible. J'ai dit, je vais faire de la grammaire, uniquement de la grammaire, et au 3e trimestre, avec le niveau qu'ils auront acquis, je vais faire de la littérature. Donc, c'est pour vous dire que c'est catastrophique. Mais le problème, je n'en veux pas aux élèves. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont les fruits d'un système, d'un environnement éducatif. Donc, c'est cet environnement éducatif. Et dans cet environnement éducatif, le degré d'inconscience, permettez-moi l'expression, je n'insulte personne, mais c'est la réalité. Le degré d'inconscience est tel que on s'en fiche de tout. Tout le monde veut s'enrichir. L'école aussi est devenue un business. D'accord. Il nous reste juste 2 minutes 30 secondes pour chaque invité pour parler d'environnement. Le Premier ministre, lors du lancement de la quinzaine de l'environnement, a déclaré qu'il faut agir vite et maintenant, alors que la société civile pense que ce sont les autorités qui doivent d'abord montrer l'exemple. Que pensez-vous de cette lutte contre les effets du changement climatique au Mali, Makan? Ici, on ne sent pas la volonté politique. Moi, j'ai été en Suède. Ça, c'est un des États... Vous avez 30 secondes. Donc, un des pays qui respecte le plus l'environnement. Vous ne voulez pas une brindille jetée par terre. Au Rwanda, tout près, à Kigali, c'est la chandelle. C'est la même chose. Le respect de l'environnement, c'est d'abord la volonté politique. C'est les autorités qui donnent le bon exemple et on les suit. Mais ici, on ne sent pas. Et puis, l'environnement, ce n'est pas une quinzaine, ce n'est pas 2 semaines simplement. C'est tous les jours. On parle de lutte contre les effets des sachets plastiques et on voit que les autorités elles-mêmes, dans les services de l'État, ces sachets plastiques sont utilisés. Donc on les laisse importer les sachets plastiques. Il faut interdire. Il y a des pays, je vais reparler encore du Rwanda, les sachets plastiques, ça n'existe pas. D'accord, et c'est à vous. Comment parvenir à changer les comportements des citoyens? Moi, je pense que vous savez que souvent, quand on aborde de tels sujets, on devient très amer. Parce que c'est d'où même on comprend la frustration d'une bonne partie de notre population, de la société civile. Parce qu'en fait, nous, nos politiques, ils font quoi? Ils viennent aux affaires tout simplement pour les délices. On laisse des questions de côté, les questions pour lesquelles ils sont nommés ou pour lesquels on vote pour eux. Aujourd'hui, l'environnement, ce n'est le problème de personne. Quand ce sont des charrettes qui ramassent les ordures à Bamako, quand les ordures débordent de partout sur le goudron, regardez à côté de la Fiago, tout simplement. D'accord, M. Touré, 30 secondes. Oui à la protection de l'environnement, mais est-ce que des alternatives accessibles sont proposées à la population?
Non, des alternatives ne sont pas proposées à la population. Mais moi, je pense que je rejoins les deux confrères. La volonté politique manque. Aujourd'hui, même si le changement doit s'opérer par le bas et non pas par la tête, la tête doit au maximum sensibiliser, montrer l'importance de l'environnement pour l'homme. Merci. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Désolé, le temps nous fait défaut. Nos invités, Makan Kone de la Nouvelle Libération, Ibrahim Koulibaly de la Nouvelle Tribune et Hamidou El Hadji Touré de Mali Média. Débat réalisé par Studio Tamani, mise en onde assurée par Nouhoum Djiré, à la régie vidéo Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.